à tous, messieurs, dames, Écho de Paris, c'est un nouveau numéro. Alors cette fois-ci, c'est un numéro politique. Politique, on va dire, oui, sociopolitique. On va parler de tout ce qui se passe dans un pays situé en Afrique centrale. Il porte bien son nom. Alors parfois, on me dit que c'est la République centrafricaine. Là, c'est bon. Donc, et au masculin, c'est le Centrafrique. C'est comme ça qu'on dit, normalement. Bon, en tout cas, on va parler de ce pays avec notre invitée, Marie Poto Ramadan. Bonjour Marie Poto Ramadan. Bonjour madame. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et ok, ça va très bien. Alors, elle est chargée de communication de la section Paris du MCU. Donc, c'est le mouvement Cœur Uni, c'est le parti du président Touadéra, qui est, à l'heure actuelle, toujours le président du Centrafrique, hein, n'est-ce pas, Nico Fendi? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Donc, Nico Fendi, commentateur politique et sportif dans les Échos de Paris avec Gilles. D'origine centrafricaine. Et d'origine centrafricaine. Et je suis ravi de recevoir aujourd'hui Marie Poto Ramadan. Voilà. Chargée de communication du MCU, section Paris. Tout à fait. Patrice Yancé. Bah, écoutez, tu peux te présenter? Moi, c'est mon domaine, c'est l'entrepreneuriat, la géostratégie. Et donc, effectivement, le climat des affaires est quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur le continent africain pour effectivement inciter et accompagner les entrepreneurs à entreprendre sur le continent. Voilà, alors je vous laisse l'inviter. Moi, je vais juste être comme la tour de contrôle là. Je vais poser des questions un peu en tant qu'observateur. Mais la première question que je vais poser à mon invité, à notre invité, Marie Poto, c'est depuis que le président Touadéra est au pouvoir, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour les Centrafricains, là-bas et ici? Sans langue de bois. Sans langue de bois, depuis l'arrivée du président Faustin Touadéra, il est arrivé le 30 mars 2016, déjà c'est la sécurité. Là-bas, on sait que depuis plus de 30 ans, le pays était occupé à plus de 90% par des mercenaires, par des rebelles, et même les Centrafricains de l'étranger n'étaient pas en paix, parce que nous avons tous des parents là-bas. Donc qu'on soit sur place ou pas, nous ne pouvons que nous inquiéter pour nos parents qui sont sur place. Et donc, quand il est arrivé, il a promis ratisser le pays, que les Centrafricains ne puissent plus revivre ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire la rébellion, des déplacés à gauche et à droite. Et depuis 2016 à aujourd'hui 2023, le territoire a été libéré à plus de 90%. Nico? Alors, ce que je dois retenir en tout cas du passage de Faustin Archange Touadéra, c'est que déjà aujourd'hui la République centrafricaine commence à être un petit peu plus reconnue en Afrique et puis même dans le monde. En ce qui concerne l'actualité, si je fais une petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse, si je fais référence par exemple aux BRICS, ils envisagent d'ouvrir une banque de développement et de faire de Bangui en fait la capitale des BRICS en Afrique centrale. Et même au-delà de ça, c'est l'image même de la République centrafricaine qui a opté donc pour un virage géopolitique à 180 degrés depuis l'arrivée au pouvoir de Faustin Archange Touadéra, depuis son élection. Alors, quid du hasard, c'est quelque part le président Emmanuel Macron qui l'a envoyé dans les bras de Vladimir Poutine lorsque celui-ci avait mis un veto sur les armes. Et donc Poutine, pour des raisons aussi géostratégiques, il a vu une brèche, il s'est engouffré dans cette brèche, donc aujourd'hui la Russie est en Centrafrique, et oui, en effet, comme Marie l'a souligné, il y a une amélioration au niveau de la sécurité, plus de 90% du territoire a été repris aux mains des rebelles, parce qu'en effet, le pays était contrôlé à plus de 80-90% par des groupes armés, qui étaient signataires en fait des accords de Khartoum. Et certains donc en sont sortis et aujourd'hui avec une armée qui est une armée de garnison, une armée qui est réformée avec l'appui donc des paramilitaires russes et de l'armée rwandaise, le territoire aujourd'hui est quasiment reconquis à près de 90% du territoire, donc c'est plutôt une très bonne chose. L'autre chose qu'il faudrait signaler aussi, c'est que le président Touadéra fait aussi du développement du pays, du développement économique, aussi un de ses phares de son mandat. On va y revenir. Très bien. Alors, donc, tu dis, Marie Poto, que le président Touadéra a réussi à
80%, c'est ça Comment 90% à libérer le territoire centrafricain des rebelles et des mercenaires étrangers. Ok. Alors, on sait aussi que les militaires français sont partis depuis le 15 décembre 2022. Ok. Qu'est-ce qui a motivé justement le départ des militaires français? C'est ça qu'il y a eu un froid entre la France et le Centrafrique. Ou bien je me trompe? Non, depuis l'arrivée du président Touadéra au pouvoir, oui. Puisqu'il y avait un souci au niveau de la sécurité, il n'y avait pas d'armée, puisque quand Bozizé était au pouvoir, il a préféré s'entourer de militaires étrangers. Il avait fait appel à l'Afrique du Sud, il avait fait appel, je crois, aussi à la Libye, parce que lui, étant militaire, étant venu au pouvoir par un coup d'État, puisqu'elle a renversé Patassé. Donc en tant que militaire, il savait que quand on vient par un coup d'État, on part par un coup d'État. Donc il n'a pas réformé l'armée, qu'il connaît très bien. Et donc, quand Bozizé a été renversé lui-même, et que le président Touadéra est venu au pouvoir, entre-temps il y a eu 2 chefs d'État, lui il vient après, il se rend compte qu'il n'y a pas d'armée, et que le pays n'est pas stabilisé, donc il demande à l'opération Sangaris, qui était venue en décembre, je crois, 2013, secourir le pays, de rester un peu et de pacifier le pays. Sauf que François Hollande, il met un droit de veto, il dit que non, au contraire, nous allons repartir. Et là, le président Touadéra, il est embêté. Et je crois après, il y a Macron qui vient. Et puis, il vient en France supplier le président Macron, le prier même de demander à l'opération Sangaris de continuer le travail. Le président Macron dit non. Mais il l'envoie chez Poutine. Parce que pour lui, quoi qu'il en soit, Poutine n'allait pas recevoir le président Touadéra. Un bon mathématicien, un bon diplomate, il rencontre Poutine. Accord et tout, gagnant-gagnant. Et finit par signer ensemble. Sauf que Poutine, il a des armes que nous en SDR, on ne connaît pas. Donc il demande à ce que cela passe, en tout cas, que cela soit fait de façon claire. Donc il signe un accord et c'est validé, je crois, au niveau peut-être de l'ONU. De l'ONU. Voilà, de l'ONU. Et sauf qu'une des conditions, c'est que ces militaires centrafricains soient formés par des instructeurs russes. Parce que ce sont des armes russes que nous ne connaissons pas. Et donc des Russes viennent en Centrafrique et commencent à former des militaires centrafricains et ça commence à déranger les militaires français. Donc qui cherchent, Sangaris part, mais il y a quand même une dernière base militaire française qui tient l'aéroport Mpoko. Parce que c'est pareil qu'au sous-sol, il y a vraiment des richesses qui détiennent depuis l'époque de Dako. C'est-à-dire peut-être plus de 50 ans. Et on leur demande de libérer cette zone-là et ils refusent. On peut adhérer en bon diplomate avec le temps. Les Russes s'installent, le Rwanda s'installe et la France finit par faire le chantage de partir. Sauf que le chantage ne marche forcément pas avec tout le monde et on finit par trouver une stratégie et ils ont fini par libérer l'aéroport Mpoko le 15 décembre dernier de façon officielle. Et c'est important quand même de rajouter que, initialement, ce qui était prévu pour l'armée centrafricaine, c'était 1400 armes qui étaient récupérées aux mains des Chebabs qui sont dans la corne de l'Afrique, qui étaient prévues qui avaient été prévues d'être remis à l'armée centrafricaine. Alors, il y avait beaucoup d'armes qui étaient rayées, il y avait des armes qui manquaient de chargeurs, il y avait qui n'avaient même pas de munitions, et l'armée centrafricaine s'entraînait avec des bâtons ou des fusils en bois. Et donc la Russie a mis son droit de veto, a posé son veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Et pour justifier en fait cela, donc la France a dit nous on a prévu de vous livrer des armes. La Russie a mis son veto, donc il faut aller négocier avec Vladimir Poutine pour demander pourquoi il a mis son veto et qu'il puisse le lever. Donc c'est là que la Russie a vu, comme je l'évoquais tout à l'heure, une brèche et elle s'est dit bon, moi je vais vous proposer des armes, je vais vous proposer un contrat à bonne et due forme, je vais vous envoyer des instructeurs qui vont former votre armée et là vous allez pouvoir combattre donc les rebelles qui ont envahi ce pays. J'ai l'impression que le Centrafrique a fait bien avant le Mali et le Burkina. Elle a anticipé, en fait, elle a dit à l'armée française, en tout cas à la France, elle a remis la France à sa place en disant, écoutez, vous n'êtes plus c'est plus vous qui décidez dans ce pays, nous sommes souverains, nous sommes dans notre pays, donc vous dégagez ou vous acceptez. Enfin, je sais pas si c'est vraiment... Moi, effectivement, j'aimerais bien intervenir aussi. Oui. Je ne suis pas forcément centrafricain, mais le sujet de la Centrafrique est un sujet qui m'intéresse énormément. Beaucoup de gens. Parce que déjà, il est placé de manière dans un endroit stratégique. Et puis, effectivement, c'est le premier, en tout cas, qui officiellement a fait quelque part entrer, comme tu vous l'avez dit, l'armée russe, quelque part, en son sein, et qui a commencé effectivement à avoir des résultats.
Oui. Après, effectivement, je pense que le président Touadéra est vraiment resté très diplomate. Très. Et c'est pour ça aussi que des fois, on a l'impression que les choses avancent un peu mollement ou avec hésitation. Et moi, c'est vrai, une question que je me pose, c'est que maintenant que les choses s'affirment du côté de l'Afrique de l'Ouest, avec le Mali, avec la Guinée, et puis le Burkina Faso, pourquoi on ne sent pas plus ce rapprochement pour qu'il y ait quelque chose de plus que ce mouvement s'étende dans toute l'Afrique, qui s'étende en fait, parce que là pour l'instant j'ai vraiment l'impression que la Centrafrique reste là où la Centrafrique reste un peu isolée en fait, c'est-à-dire que pour l'instant elle est comme encerclée par d'autres pays qui ne s'affirment pas réellement, n'affirment pas forcément leur position avec la Russie, bien que là pour l'ONU, à l'ONU, là s'appelle le Congo-Brazza a voté, enfin n'avait pas voté pour que les sanctions contre la Russie. Donc ça veut dire que quand même il y a quand même une on est pour la Russie, mais en même temps, on ne peut pas trop. Et justement, on ne peut pas trop se montrer avec eux. Et c'est ça pour rebondir, justement, je pose la question à nos téléspectateurs centrafricains. En Centrafrique et à l'extérieur, depuis que l'armée française est partie, est-ce que c'est mieux pour vous? Et depuis que les Russes sont en Centrafrique, est-ce que c'est bien pour vous? Parce qu'en fait, les échos qu'on en a, c'est que quand même les Russes. C'est les Russes, quoi. Enfin, ça ne l'aime pas. Oui. Ils sont très pragmatiques. Oui, mais ils sont très présents. Ils sont très présents. Alors, la Russie a déjà connu... Surtout qu'en fait, c'est quoi? Wagner, finalement, c'est quoi? Parce que on ne sait pas. C'est l'armée russe, c'est quoi? C'est des mercenaires. C'est quoi? Alors, moi, j'aimerais bien qu'on nous éclaire par rapport à... Je peux vite faire... c'est pas... Moi, je ne connais pas personnellement, mais en fait, Wagner, il faut savoir, ce sont des... Tu ne connais personnellement. Pas personnellement. Ce sont des musiciens. Ce sont des sociétés... Ce serait un bon nom de groupe, d'ailleurs, Wagner. Et d'ailleurs, il y a un groupe américain qui s'appelle Mozart, société paramilitaire. Ne nous écartons pas. C'est une réalité. Ce sont des sociétés paramilitaires. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur Wagner, mais il en existe énormément. Je veux dire que même l'armée américaine utilise des sociétés annexes paramilitaires pour pouvoir faire certaines actions. Et donc, donc ce sont des sociétés qui sont agrémentées, qui ont des autorisations de détenir des armes et d'avoir le droit d'intervenir. Voilà. Donc la Centrafrique a fait appel à eux parce que c'est une société qui est habilitée. Et sûrement que je pense que c'est peut-être le gouvernement russe qui leur a présenté cette société, mais c'est pas plus différent que par exemple la Légion française ou machin. C'est pas plus différent. En fait, sur le principe, c'est la même chose. Et puis il y a une chose qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que même les militaires qui viennent dans nos pays, enfin que ce soit qui viennent en France, on paye, c'est une prestation qu'on paye, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que ça veut dire que quand on dit que l'armée française elle doit partir de la Centrafrique, ce sont des prestataires qui s'en vont. Donc ça veut dire aussi que c'est un coût en moins dans le budget de l'État. Donc il faut bien comprendre que ce soit Wagner ou que ce soit l'armée française, ce sont tous des prestataires. Sauf que pour le cas de Wagner, donc là on parle de la Russie. Quand on parle de la Russie dans le monde occidental ou européen, c'est l'enfant terrible en Occident. Et nous qui avons été colonisés par la France, on a aussi cette image-là des Russes en Afrique. Bien sûr, mais après, on va pas stigmatiser. Bon, après, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, ils stigmatisent ce service, ces mercenaires. Ces mercenaires-là. Mais comme je dis, il y en a d'autres qui viennent. Et c'est vrai que, par exemple, on voit pour l'Ukraine, même si on dévie un peu, on va te parler de mercenaires quand c'est pour les Russes, et pour les autres, on va dire que c'est des volontaires. C'est ça. On va dire que c'est des volontaires engagés, mais ce sont aussi des mercenaires. J'aimerais bien que notre invité s'exprime sur la question, ou alors il faut être prudent. Non, vous me demandez la différence qu'il y a, c'est-à-dire entre la présence russe et la présence française. Bon. Oui. La présence française est à Bangui depuis plus de 60 ans, je crois. Et quand il y a eu des soucis, quand il y a eu de la rébellion, quand il y a eu des mercenaires qui sont venus tuer, on sentait une présence française plus ou moins protectrice, mais qui n'allait pas à l'attaque, qui n'allait pas attraper des mercenaires ou les tuer.
pendant plus de 60 ans. Et là, les Russes arrivent en RCA. En 2 ans, ils se font un peu oublier, ils sont à Béringo, c'est-à-dire que loin de la capitale, en train de se former, en train de prendre des renseignements. Dès que Bozizé rentre à Bangui pour les élections, je crois en 2021, il tente un coup d'État. Et c'est là que la présence russe se fait vraiment sentir. C'est-à-dire en je crois même en 48 heures, le président Kagame a dépêché des militaires rwandais et les Russes qui étaient dans la brousse en formation sont sortis et ont nettoyé le terrain. C'est-à-dire que en quelques semaines, ils ont tué des mercenaires, ils ont tué des rebelles et en 6 mois, ils ont libéré 90% du territoire centrafricain. On se dit, mais comment est-ce possible? Ils viennent d'arriver alors que les Français sont là depuis plus de 60 ans. Ils n'ont jamais tué les mercenaires. Ils nous ont habitués à négocier avec les mercenaires. Alors que les Américains disent qu'on ne négocie pas avec un terroriste. Mais pourquoi avoir longtemps négocié avec ces terroristes-là et même les avoir comme ministres dans le gouvernement alors qu'on n'est pas censé discuter avec eux parce que ce sont des éternels insatisfaits. Donc là, en peu de temps, on a remarqué que les Russes ont fait un excellent travail. D'accord. Maintenant que cette question de sécurité est résolue, quel est l'autre challenge du président Touadéra qui porte ses effets? Parce que quand même, les Centrafricains, on le sait, c'est quand même la question de manger, d'aller à l'école, les salaires des enseignants. C'est ça en fait. Est-ce que les Centrafricains vivent mieux? Les Centrafricains, déjà, si vous leur demandez en premier, si vous n'avez pas à manger aujourd'hui, est-ce que ça vous dérange? Oui, ils vont dire qu'ils ont faim, mais au moins qu'ils ont la paix, qu'ils peuvent aller au champ. Parce que beaucoup, durant des années, n'ont pas pu aller au champ, ni aller en province voir des parents, à cause des coupeurs de route, parce que la plupart des rebelles et des mercenaires se sont reconvertis en coupeurs de route, en braqueurs. Donc là, c'est vrai que c'est difficile de construire des écoles dans certaines provinces et de construire aussi des immeubles un peu par-ci par-là, parce que ces rebelles-là, ils sont encore en train d'être réarmés et ils ne cessent de brûler et de détruire ce que le président actuel est en train de construire. Il n'y a pas très longtemps, un des bureaux de la douane entre le Cameroun et la RCA a été détruit, c'est-à-dire que ce sont des millions qui sont partis en fumée. L'usine de coton réhabilitée par l'État a été détruite par un aéronef venant de quel pays on ne sait pas encore. Ils ne font que détruire. Donc la sécurité n'est pas finie, mais malgré tout cela, le président, il construit des immeubles, il réhabilite l'hôtel des impôts, la douane et les salaires sont versés. Ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'en tant que Premier ministre, durant 4 ans et demi, ce qui a rendu à 5 ans, à président, il n'a jamais eu ou pas encore eu un seul mois d'arriéré de salaire. Même si on dit que c'est un droit, c'est normal. Mais pour nous, ce n'est pas avoir un salaire, c'est... Sur nous, on se dit, en fait, on a tellement connu d'autres présidents et premiers ministres avec des arriérés de salaire que pour lui, on se dit, waouh! Il se dit qu'il faut que les gens mangent. Donc, on se dit qu'il faut lui laisser le temps de construire le pays. Mais les choses évoluent parce qu'on a quand même plusieurs pays qui renvoient là-bas leurs ambassadeurs. Et on a quand même des entreprises qui viennent investir. Et comme a dit Nico, il y a les Brises qui veulent bien faire de la RCA aussi un point central. C'est-à-dire que les investisseurs commencent à avoir confiance et se disent qu'on peut revenir. Même s'il y a quelque part toujours un soupçon de coup d'État à tout moment. Sauf que ça a toujours été dit, c'est chaque 10 ans. Mais là, c'est en avance. Depuis 2-3 ans, il n'y a que ça. Donc, je peux quand même vous dire que l'atmosphère a changé. Les gens respirent un peu mieux et que les jeunes s'investissent beaucoup dans les affaires. Les gens n'attendent pas que d'être ministre pour investir. Et les gens voyagent. Et il y a beaucoup d'étrangers qui vont là-bas. Quand vous prenez l'avion, vous êtes choqués. Vous pouvez être que 10 Centrafricains. Mais l'avion est rempli d'étrangers, de plusieurs pays qui vont là-bas, qui s'installent et puis qui vont investir. Parce qu'ils se disent que nous, on voit loin. Nous, on n'est pas dans la rumeur d'un coup d'État. On sait qu'il n'y aura plus ça. On a confiance à ces accords militaires qui ont été signés. On sait qu'il y a la paix. Mais nous, Africains, on est encore bloqués. On se dit non, il va partir demain, après-demain, il sera tué. Mais les étrangers, ils s'installent. Comment se fait-il, parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué quand je vais sur le continent africain, comment se fait-il que souvent nos avions sont souvent plus remplis de personnes venant de plein d'horizons différentes que d'autochtones, en fait, que de locaux? Comment se fait-il que ce sont plus les autres qui sont plus enclins à prendre le risque de venir investir chez nous plutôt que nous?
Moi, je me dis que dans la vie est un risque. Les gens, ils sont courageux, ils se disent qu'ils vont